Bien travailler la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie, c'est la problématique qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Effectivement, la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque l'on souscrit un contrat, et pour autant, elle est indispensable, notamment en matière de succession ou de transmission de son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Bonjour Valérie Benz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également d'être accompagné par Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'Échiquier. Bonjour Thibaut Cassagne. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Valérie, on va commencer avec vous. On va expliquer ensemble comment travailler cette clause bénéficiaire donc au sein de ce contrat d'assurance vie, les termes qui vont déterminer, j'ai envie de dire, les exceptions finalement à une clause type. Ça s'appelle clause bénéficiaire démembrée, clause bénéficiaire à option. Ça peut faire peur un petit peu comme ça, mais on va détailler tout ça. Juste avant, première question, cette clause bénéficiaire, à quoi sert-elle, Valérie Benz? Eh bien, grosso modo, elle permet à chaque souscripteur qui est assuré d'un contrat de décider à qui il va transmettre à son décès les capitaux restant sur le contrat d'assurance vie le jour où il vient disparaître. C'est ça, donc il faut vraiment avoir en tête qu'un contrat d'assurance vie, avant d'être un véhicule d'investissement, c'est un outil de transmission de son patrimoine, c'est ça, et donc on doit remplir une clause bénéficiaire à partir du moment où on souscrit un contrat d'assurance vie. En tous les cas, soit auprès de l'assureur, soit auprès de son notaire. D'accord. Par testament. Et alors, Thibaut Cassagne, est-ce qu'il y a des questions qu'il faut se poser? Est-ce que là, parce qu'effectivement, ça paraît assez simple comme ça, bon bah très bien, je souscris un contrat d'assurance vie, et puis bah je décide de transmettre, je sais pas, moi, à mon époux ou à mes enfants, et puis le problème est réglé, non? Ou il y a plus de questions que ça à se poser? Alors effectivement, en fait, quand on se pose et quand on réfléchit un petit peu sur la rédaction d'une clause bénéficiaire, ce qu'il faut, c'est en amont déterminer une stratégie patrimoniale, et pour la déterminer, il faut faire un audit global et déterminer les objectifs patrimoniaux qui vont pouvoir un petit peu permettre de déterminer cette clause pour qu'elle soit efficace. Parce qu'on peut avoir vraiment des clauses bénéficiaires différentes en fonction d'objectifs patrimoniaux complètement différents. Exactement. En fait, entre guillemets, on prépare sa succession. Donc globalement, on sait que quelle que soit la stratégie patrimoniale qu'on aura de son vivant, on a envie de transmettre aux mêmes personnes. Non, c'est pas toujours le cas? Alors, c'est pas toujours le cas. Justement, on peut se servir de cette clause bénéficiaire, qui est ce qu'on appelle civilement hors succession, pour parfois désigner des personnes qui ne seraient pas forcément des héritiers réservataires, dans une certaine limite, évidemment. Et on peut vraiment moduler et faire du sur-mesure. C'est ça tout l'intérêt aussi de la clause d'assurance vie. Alors, on va rentrer un petit peu sur les cas particuliers, mais Valérie Benz, je vous pose la même question. Quelles sont les questions qu'il faut se poser? C'est est-ce que je préfère mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants ou autre, non? Vous avez raison. Les bonnes questions à se poser, et là, c'est vraiment le travail de votre conseiller. C'est là où on voit la différence avec un bon conseiller qui va vous accompagner. La première chose, c'est de parler le langage du particulier, de se dire qui doit profiter de ce capital. Ça, c'est la première question. À défaut de cette personne, si malheureusement cette personne vous prédécède, à qui souhaitez-vous que ça revienne derrière? Enfin, si cette personne n'en avait éventuellement pas besoin au moment où, en effet, les capitaux se libèrent, comment vous souhaiteriez que ça se passe, puisqu'elle a, et on y reviendra, le droit de renoncer. Si elle n'est pas là ou si elle est décédée, prédécédée, on peut avoir un droit de représentation, voire vous pouvez décider que ça revienne à ses enfants ou éventuellement à d'autres bénéficiaires. Donc en fait, dans la clause bénéficiaire, on peut faire une sorte de mini-testament lié à l'assurance vie, c'est-à-dire de donner des dernières volontés en lien avec la somme d'argent qui se trouve, en tout cas le capital qui se trouve sur l'assurance vie. Alors si on veut le dire simplement, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est fait pour ça. On doit vous écouter, on doit vous comprendre, et compte tenu de votre situation patrimoniale et fiscale, et je crois que Thibaut nous en parlera ensuite, on va pouvoir ajuster cette clause bénéficiaire, mais surtout, et je crois, je le répéterai, ce qu'il faut, c'est qu'on vous comprenne, que vos souhaits soient en effet bien pris en compte et bien retranscrits dans cette clause, et après, les professionnels qui vous entourent vont pouvoir vous donner des conseils quant à sa rédaction, voire la rédiger, vous accompagner dans sa rédaction et intégrer des solutions d'optimisation fiscale. Mais alors Thibaut, question, je suis allé regarder mon contrat d'assurance vie avant de faire cette émission. Moi, il y a une clause type dans mon contrat d'assurance vie qui est la même dans tous les contrats et qui a l'air de couvrir l'intégralité du possible justement de tout ce qui pourrait arriver si je venais à décéder. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de travailler cette clause? Exactement. Alors en fait, effectivement, on s'aperçoit que bien souvent, la majorité de nos clients ont opté pour la clause standard.
alors qu'en réalité, si on prend un peu de recul, c'est pas toujours la plus efficace. Pourquoi? Parce que finalement, quand j'opte pour la clause standard, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le conjoint survivant, il va recueillir les capitaux, et le conjoint survivant, bien souvent, il va avoir plus de 70 ans. Et quand il va... Oui, parce que la clause type, c'est mon conjoint, ou à défaut mes enfants, à naître ou à naître, et ainsi de suite, et en fait, on remonte progressivement. Exactement. Et sauf qu'on observe dans la réalité que le conjoint survivant, il va bien souvent avoir plus de 70 ans quand il va recueillir les capitaux. Et là, c'est dommage, parce que si jamais il ne se sert pas de ses capitaux, il se dit, tiens, je vais essayer de le retransmettre, mais je n'aurai pas d'exonération particulière. Puisque je rappelle que tout l'intérêt du contrat d'assurance vie, c'est une fiscalité favorable avant ses 70 ans, puisqu'on a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire avec une petite taxation au-delà. Donc ça ne sert à rien d'hériter d'un contrat d'assurance vie après 70 ans, c'est ça? Alors, c'est-à-dire que si on hérite d'un contrat d'assurance vie après 70 ans, on va recueillir les capitaux, mais si on veut le retransmettre après, ça sera beaucoup moins efficace. Bien sûr, voilà. oui, je comprends. Exactement. Et donc à ça, on peut avoir un peu une parade. Si je suis vraiment dans l'objectif de protéger mon conjoint survivant tout en faisant profiter fiscalement de mes enfants de la fiscalité de l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle la clause bénéficiaire démembrée. On y arrive. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire démembrée? Alors, j'imagine que dans démembrement, ça veut dire qu'on va diviser la propriété finalement entre deux bénéficiaires? Exactement, c'est exactement ça. Alors, c'est un peu le mot barbare juridique pour dire que finalement c'est simple. La transmission va s'articuler en deux temps. Dans un premier temps, c'est le conjoint survivant qui va recueillir l'intégralité des capitaux. D'accord. Il en aura la pleine disposition. C'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit. Et puis, dans un second temps, au décès de ce conjoint survivant, les enfants pourront récupérer ces capitaux que le conjoint survivant a perçus via la clause, en franchise totale de droit de succession, puisqu'ils pourront dire au notaire nous avons une créance sur le patrimoine du conjoint survivant, et cette créance, évidemment, qui est égale au montant du capital qui a été perçu par le conjoint survivant. Donc en fait, si je comprends bien, cette clause bénéficiaire démembrée, ça permet d'ajouter deux bénéficiaires successifs. Exactement, deux bénéficiaires successifs, mais tout l'intérêt de cette clause, c'est que les enfants du propriétaire, quand ils vont percevoir au décès du conjoint survivant les capitaux, il n'y aura pas de fiscalité supplémentaire. Et je rajouterai que finalement, en matière fiscale, la clause bénéficiaire démembrée, elle est particulièrement efficace puisque les enfants vont profiter indirectement de la fiscalité de l'assurance vie. D'accord. Et voire même avec un petit gain fiscal en plus, puisqu'ils auront une assiette réduite si jamais je donne indirectement plus de 152 500 € à mes enfants par l'effet du démembrement. Et alors justement, parce que quand on parle de démembrement dans cette émission, on en parle souvent en matière d'immobilier, démembrement de propriété, il y a des nus propriétaires, il y a des usufruitiers, c'est le même fonctionnement en assurance vie vu que c'est le même terme, c'est ça? Exactement, c'est le même fonctionnement mais qui est appliqué à la clause bénéficiaire. Donc ça c'est la clause bénéficiaire démembrée. Il y a également la possibilité de rajouter des options, Valérie Benz. Alors qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire à option? Alors comme son nom l'indique, elle donne finalement aux bénéficiaires désignés une option, le choix de prendre tout ou partie du capital. Alors souvent, pour simplifier les choses, c'est un pourcentage. Nous, alors je vais parler de nous, puisque notre pratique, on conseille 0, je n'ai pas besoin du capital, 25, 50, 75 ou 100%. Donc du coup, le bénéficiaire, par exemple le conjoint, puisqu'on on évoquait le conjoint, va pouvoir, au moment où il va percevoir ses capitaux, juste avant, percevoir le droit de percevoir ses capitaux, décider de prendre tout ou partie de ce capital. Alors, ça a quand même de gros avantages, puisque s'il n'en a pas besoin, eh bien le reste ira aux autres bénéficiaires. Ça évite ce qu'a évoqué tout à l'heure Thibault, à savoir d'être au-delà de 70 ans taxé sur des capitaux qui peuvent être transmis avec... Dont on n'a pas besoin et qu'on a envie de transmettre. Donc souvent pour des parents avec des enfants, j'en ai pas besoin, mes enfants en ont besoin. Pourquoi aller faire autrement? Donc ça a quand même un gros avantage. Ça permet aussi de différer la décision. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 35, 40, 50 ans, 60 ans, vous faites un contrat d'assurance vie, vous avez en effet des besoins qui sont clairement identifiés, et puis vous venez à disparaître à 80 ans, ou à 70 ans, 75 ans, votre conjoint a à peu près le même âge. Bien sûr. Savoir à 40, 50 ans ce dont vous aurez besoin à 75, 80, oui, c'est notre métier, on y veille. Mais la réalité peut quand même être différente parce qu'il peut se passer un tas de choses. Et donc ce jour-là, vous pourrez décider, en toute connaissance de cause, de combien vous avez besoin et décider de la part que vous allez prendre. Donc en fait, ça revient à laisser
la décision, non pas à celui qui a souscrit le contrat d'assurance vie, mais au bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Oui, absolument. Alors celui qui souscrit le contrat d'assurance vie, il décide quand même de vous laisser le choix. Bien sûr, oui. Voilà. C'est quand même son argent. Voilà. À défaut, ou sur le reste de l'option, ce que vous n'avez pas pris dans le cadre de l'option. Si je prends 25%, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là aussi, c'est à vous de décider. C'est vous qui décidez, non pas celui qui perçoit. Mais c'est bien le souscripteur assuré qui décidera que les capitaux restants, une fois que l'option aura été prise, iront aux enfants, aux frères et sœurs s'il n'y a pas d'enfants, enfin bref, et pourront aller au-delà. Une petite question comme ça se passe bien dans les familles quand il y a une clause de bénéficiaire à option? Ah, bah alors ça fait partie en effet de notre travail. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment des situations familiales où on ne va pas le proposer, puis il ne faut pas oublier que finalement, l'option, elle est proposée aux bénéficiaires de premier rang, par exemple. Bien sûr, oui. Et les autres ne sont pas censés savoir que si oui. Tout le monde n'est pas au courant en amont que du capital, le reste vous reviendra. D'accord. N'oublions pas, hein, c'est quelque part le même cas que si je renonce. Je peux toujours renoncer. Bien sûr. Si je renonce, ça ira à d'autres personnes qui ont été désignées dans le contrat. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire et d'explication avec nos clients. Qu'est-ce que ça représente si le premier bénéficiaire renonce, ou en cas de renonciation d'un des bénéficiaires? Et là, en effet, le même sujet va se poser, mais les autres ne sont pas censés savoir que vous pouvez renoncer et que du coup, ils vont récupérer. D'accord. À moins que le souscripteur du contrat d'assurance vie l'ait dit, normalement, effectivement, vous ne savez pas, vous avez évoqué justement la renonciation. Thibault, clause de renonciation, quelle différence par rapport à une clause bénéficiaire à option où justement on peut décider de renoncer à une partie du capital? Alors là, en fait, c'est un petit peu différent. La renonciation, on va dire que c'est une stratégie pour le bénéficiaire. D'accord. Si demain, je suis, admettons, conjoint survivant et j'hérite des capitaux, je peux me poser la question suivante, avant justement d'accepter les capitaux et la clause, de me dire, est-ce que finalement, ce serait peut-être pas plus avantageux que ces capitaux, eh bien finalement, je passe mon tour et que ce soit les bénéficiaires de son courant, bien souvent les enfants. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'avec l'espérance de vie qui s'allonge, et c'est une bonne chose, tant mieux, les gens ont tendance à hériter beaucoup plus tard, et finalement, l'argent qu'ils vont recueillir, c'est pour le redonner ensuite aux enfants. Donc là, c'est vrai que fiscalement, ça peut être particulièrement pertinent puisque je laisse ma place et je laisse profiter de potentiellement de l'abattement 152 500 € potentiellement à mes enfants. Tout à fait. Et un point important, c'est que du coup, la grosse différence aussi, c'est que l'option, vous pouvez avoir une option, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 25, 50, 75 ou 100%. D'accord. Quand je renonce de la totalité du. Mais si je reviens sur l'option, c'est moi qui décide 0, 20, 30, non, il faut 40. que ce soit prévu. Il faut que ce soit prévu, il faut que ce soit écrit. Oui. D'accord. On peut décider que l'option ne s'appliquera pas à 100%, par exemple. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez décider d'un certain nombre de choses. Donc ça se rédige. Vous pouvez, dans ce cas-là, vous allez mettre plusieurs bénéficiaires de premier rang. Bien sûr. Et laisser éventuellement une option à un des bénéficiaires. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et effectivement, je dirais qu'en réalité, soit on a vraiment en amont, avec son conseil, réfléchi à une clause bénéficiaire, on a éventuellement prévu une clause bénéficiaire démembrée, de l'option, etc. Soit finalement, c'est la clause type, et alors là, vraiment vigilance pour le bénéficiaire. Avant d'accepter, il faut qu'il se pose sa question. Et si jamais le conseil suit vraiment la famille sur les générations, essayez de lui faire entendre qu'il a tout intérêt plutôt à laisser sa place et à renoncer, évidemment, pour faire profiter typiquement les enfants. Et je précise, quand on renonce à un contrat d'assurance vie, il faut le faire avec un formulaire dédié de la compagnie, puisqu'il y a des modalités particulières. Si on écrit mal, si j'écris je renonce au profit d'eux, c'est considéré comme une donation. Donc voilà, vigilance aussi. Bien sûr. Et donc là, il y a effectivement une fiscalité qui s'applique. Exactement. Ça peut. Donc je réagissais tout à l'heure sur ce que vous disiez Valérie sur l'entente entre les familles. Thibault, petite question piège en 30 secondes. J'ai vécu toute ma vie avec une personne, j'ai eu 4 enfants avec cette personne, je divorce et ensuite j'ai un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe et donc mécaniquement dans ma clause type bénéficiaire, tout revient à cette personne. Donc c'est là par exemple, c'est dans des cas comme celui-là, dans des situations familiales un peu complexes où il faut travailler sur une clause un peu personnalisée. Exactement. Et d'où l'intérêt de faire un peu le bilan, peut-être tous les 2-3 ans, de la clause bénéficiaire, puisqu'elle se modifie à tout moment. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez parlé d'une situation potentiellement de famille recomposée. Et là aussi, quand admettons, si je mets mon conjoint, effectivement, si je me remarie, je déshérite mes enfants, en tout cas de la partie d'assurance vie. Oui, c'est ça. Et donc là aussi, il faut faire aussi attention parce que si je désigne mon conjoint avec le nom du conjoint et qu'officiellement je me suis
suis remarié, ça peut poser quelques soucis. Donc là aussi, toujours pareil, essayer de faire évoluer la clause en fonction de l'évolution de la situation patrimoniale. Valérie Benz, oui. Et n'oublions pas que vous avez toujours le choix de faire plusieurs contrats d'assurance vie. Bien sûr, oui, bien sûr. Et donc avec plusieurs bénéficiaires. Et bien sûr. Et donc vous pouvez vous arranger, et je pense que c'est toujours le meilleur conseil, pour ne déshériter aucun de vos enfants, tout en organisant votre patrimoine de telle sorte à aussi protéger votre nouveau conjoint. Et c'est toute la subtilité de ces clauses bénéficiaires lorsqu'elles sont bien rédigées et qu'on peut mettre en œuvre plusieurs contrats d'assurance vie. Dernière question, Valérie Benz, il faut la vérifier combien de fois, tous les combien, cette clause bénéficiaire? Tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans? Il n'y a pas de règle absolue. J'ai envie de vous dire qu'il faut la vérifier régulièrement. Dès que la situation familiale se modifie, bien évidemment. Dès que vous avez une évolution même de vos revenus, de votre patrimoine, de toute façon, ça se travaille au quotidien. Nous, on a coutume de dire qu'on se voit au moins à minima une fois par an. Donc, c'est l'occasion de faire le tour du patrimoine et donc des clauses bénéficiaires. Donc oui, je pense qu'une fois par an, c'est pas mal. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Merci également Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'Échiquier. Merci à vous de nous